la pluie de mars s'abattait sur Boston, comme si le ciel lui-même voulait effacer quelque chose. Elle martelait sans relâche la verrière de l'immeuble où se trouvait le cabinet d'avocat, au 7e étage, là où toutes les fins semblaient se jouer en silence. Clara était assise là, dans cette pièce froide aux odeurs de bois et de vieux papiers, face à l'homme qui avait été autrefois son monde entier. Entre eux reposaient les papiers du divorce, fins comme un dossier, lourds comme toute une vie. David ne la regardait pas. Il était concentré sur le stylo plaqué hors dans sa main, son index tapotant le bureau en un rythme lent, comme s'il signait un contrat avec le destin lui-même. Le regard de Clara s'attarda sur l'alliance à son doigt, celle qui avait autrefois symbolisé l'éternité, et qui n'était plus qu'un cercle de métal vide de sens. Dehors, la pluie ne cessait pas. Les gouttes zébraient la vitre, déformant leur reflet avant qu'ils ne disparaissent. « Êtes-vous prêt » demanda l'avocat, la voix profonde, égale, sans émotion. David hocha la tête, sans un mot. Il se pencha en avant et signa, chaque trait net et définitif. L'homme qu'il avait autrefois embrassé devant l'hôtel validait leur séparation comme s'il concluait une transaction commerciale. Quand il reposa le stylo, Clara sentit son cœur se poser avec lui, lourd, froid, ne battant plus à son ancien rythme. « Madame Bennett » appela l'avocat. Elle tressaillit légèrement. Dans quelques minutes, ce nom ne lui appartiendrait plus. Elle prit le stylo. Sa main tremblait. Ses yeux restaient fixes, mais à l'intérieur, les souvenirs affluaient, les matins où il faisait le café, les étreintes hâtives sur le seuil, sa voix rauque dans l'obscurité, les nuits où ils avaient rêvé d'un enfant. Elle signa. L'écriture penchait vers la droite, comme si elle cherchait encore à s'appuyer sur quelque chose, même si ce n'était rien. Quand la dernière lettre fut tracée, un silence dense s'abattit. David se leva, repoussant sa chaise sans bruit, comme s'il craignait de briser l'air. Il ne dit pas au revoir. Il ne lui jeta qu'un regard d'une seconde, un regard épuisé, mi-regret, mi-fierté, puis il sortit. La porte se referma dans un clic. Le son était doux, pourtant il claqua comme un cœur qui se brise. Elle resta immobile. La pluie continuait de tomber. Le silence dans la pièce devint cruel. On dit que le calme suit chaque tempête, mais Clara savait que certaines tempêtes ne laissent derrière elles que des décombres. Elle rassembla son sac, ses doigts effleurant quelque chose dans la poche intérieure, le test de grossesse. Elle l'avait fait ce matin même, dans la salle de bain exiguë de son vieil appartement. 2 lignes. 2 fragiles lignes roses tremblant sous la lumière jaune. Elle se souvint de l'instant, son cœur s'emballant, ses mains tremblantes, aucun mot ne venant. Elle avait autrefois rêvé de cela, une petite vie avec les yeux de David et son sourire, mais le rêve était arrivé trop tard. Elle ouvrit la poubelle dans le coin et regarda ces lignes roses pâlissantes sur le plastique blanc, puis déchira doucement le test en 2 et le laissa tomber dedans. Le léger déchirement du plastique résonna comme un adieu. « Je suis désolé, mon amour » chuchota-t-elle, la voix brisée, même si personne n'était là pour l'entendre. Quand Clara sortit dans le couloir, ses pas résonnèrent comme si quelqu'un d'autre marchait à sa place. La réceptionniste lui offrit un sourire de sympathie, le genre de sourire exercé de ceux qui ont été témoins de centaines de fins similaires. L'ascenseur la ramena au rez-de-chaussée. Dehors, la pluie rugissait comme des vagues. Elle sortit, serrant son sac contre sa poitrine. Pas de parapluie. La pluie lui cingla le visage, glaciale et implacable, mais elle ne se détourna pas. Le froid semblait honnête. Il lui rappelait qu'elle était encore en vie. Les voitures passaient, les gens se dépêchaient, tête baissée et manteau serré. Seule elle restait immobile sur le trottoir, regardant l'eau couler le long du caniveau, emportant des bouts de papier, des mégots de cigarettes, et l'alliance tombée de la main de quelqu'un. Si je laissais tomber la mienne, se demanda-t-elle, partirait-elle aussi facilement? Elle retira son alliance, la tenant dans sa paume. Elle était froide, froide comme le métal dans une morgue. Puis elle referma les doigts dessus, refusant de la lâcher. Non pas parce qu'elle voulait garder David, mais parce qu'elle n'avait pas encore le courage de rejeter la vie qu'elle avait vécue. Ses pas étaient lents tandis qu'elle traversait la rue. La pluie coulait sur ses épaules, trempant ses cheveux et son manteau. Boston devenait flou derrière un rideau gris, comme une vieille peinture laissée trop longtemps sous la pluie. À chaque pas, elle se sentait plus vieille. À partir d'aujourd'hui, elle n'était plus la femme de quelqu'un. Elle n'avait plus de foyer où rentrer. Ce n'était plus « nous ». Seulement « je ». Et à l'intérieur d'elle,
un battement de cœur, ignorant qu'il avait déjà été abandonné en silence. Lorsqu'elle atteignit la gare, le dernier train pour le Vermont venait d'arriver. Le crissement du métal sur les rails déchira l'air, long et douloureux, comme une blessure refusant de se refermer. Clara leva les yeux vers le panneau des départs qui clignotait. Départ, 18h40. Elle prit une profonde inspiration et réalisa à cet instant qu'elle se tenait à la frontière entre ceux qui étaient morts et ceux qui respiraient encore. Elle monta, prit place près de la fenêtre. Tandis que le train s'ébranlait, Boston s'éloigna derrière elle, mais la pluie continuait de la poursuivre, comme si elle refusait de lâcher prise. Clara appuya son front contre la vitre. À travers le bruit de la pluie, elle murmura un adieu qui n'attendait pas de réponse. Au revoir, David. Dehors, le ciel restait lourd de nuages, mais quelque part dans le gris, une petite lumière vacillait, faible, fragile, mais réelle. Clara ne savait pas ce qui l'attendait le lendemain, seulement que la pluie finirait par s'arrêter. Et quand ce moment viendrait, peut-être apprendrait-elle à se tenir debout à nouveau, même avec un cœur blessé. Quand le train s'arrêta à Maple Hollow, le ciel du Vermont était lourd de brouillard. La petite ville était nichée entre des collines, si immobile qu'on pouvait presque entendre la neige fondre. Ici, tout le monde connaissait le nom de chacun, mais personne ne posait trop de questions. Clara descendit sur le quai et prit une grande inspiration. L'air froid lui mordit la peau comme une lame, mais au moins, il était réel. La maison qu'elle louait se trouvait au bout d'un chemin de terre, à l'orée d'une forêt d'érables. Une vieille cabane en bois avec un toit de bardeaux sombre, des cadres de fenêtres de travers et un porche couvert de mousse. Quand elle poussa la porte, l'odeur de bois humide et de vieille peinture s'échappa, mais la lumière filtrant à travers les fins rideaux blancs adoucissait le tout. Ce n'était ni élégant, ni parfait, mais il y avait là quelque chose qu'elle avait perdu depuis trop longtemps, le silence. Ce premier soir, elle s'assit par terre, mangeant du pain et du fromage achetés à la gare. La vieille horloge faisait tic-tac dans le coin, et le vent se glissait par les fentes de la porte, apportant l'odeur des pins. Clara regarda la forêt, épaisse et sombre comme une couverture sur le monde, et réalisa que le silence avait un poids. Lourd, oui, mais il ne l'effrayait plus. Avril s'écoula sous de longues pluies grises. Elle recommença à travailler comme designer freelance, installant un bureau près de la fenêtre pour se réveiller chaque matin face à la silhouette brumeuse des arbres. Certains de ses anciens clients de Boston lui envoyaient encore des projets, mais Clara travaillait plus lentement maintenant, plus méticuleusement. Personne ne la pressait plus. Plus d'appels à minuit. Plus de mails marqués, urgent. Plus d'interminables, je suis occupé, de David. Le soir, quand il pleuvait, elle écoutait de vieux disques de jazz. La trompette de Chet Baker errait dans l'air comme de la fumée. Clara posait sa main sur son ventre et chuchotait. Tout ira bien. Ce ne sera peut-être pas parfait, mais je te promets que tu seras aimé de la manière la plus vraie que je connaisse. Margot, sa meilleure amie, était son seul lien avec l'ancien monde. Chaque mois, Margot faisait 3 heures de route depuis Boston, apportant de la tarte aux pommes, des journaux et son rire clair et facile. Tu peux lui pardonner ou non, dit Margot un soir alors qu'elle buvait du thé près du feu, mais arrête de te punir. Le pardon, ce n'est pas oublier. C'est avancer. Clara sourit faiblement, le regard perdu vers la fenêtre givrée. Je ne punis personne. J'apprends juste à exister sans lui. Margot ne dit rien. Il y a des réponses que seuls ceux qui ont aimé jusqu'au bout peuvent comprendre. L'été arriva, remplissant les bois du Vermont de l'odeur de l'herbe. Le ventre de Clara s'arrondissait, ses chemisiers ne fermaient plus. Elle se remit à dessiner, des illustrations au ton sourd, vert forêt, gris pluie, l'or pâle du soleil couchant. Dans un dessin, elle esquissa une petite branche poussant d'une falaise, s'accrochant, survivant. Un matin de septembre, alors qu'elle nettoyait la fenêtre, elle remarqua des tiges de lyre grimpant sur la clôture en bois. D'un vert profond, tenace, grimpant toujours plus haut malgré le vent et la pluie. Ivy, lierre, chuchota-t-elle, savourant le mot. Si c'est une fille, je l'appellerai Ivy. À partir de ce jour, elle appela le bébé par ce nom. Ivy, une prière enrobée de syllabes. Résiliente, endurante, vivante, peu importe la rudesse du monde. L'automne passa, dispersant des feuilles d'or sur le sol. En novembre, le gel s'installa les matins. Margot appela, la voix pleine d'inquiétude. Tu es sûre que ça va, toute seule là-bas? Je vais bien, dit Clara, regardant le jardin couvert de brouillard.
Je me suis habitué au calme. Cependant, la vérité était qu'elle avait toujours peur. Peur des longues nuits, peur du vent grattant le toit, lui faisant croire que quelqu'un frappait. Peur d'accoucher seule. Pourtant, enfoui sous cette peur, il y avait autre chose. Petit, fragile, mais réel, la foi. La dernière nuit de décembre, le Vermont était enseveli sous la neige. La première douleur vint soudainement, comme un couteau lui tordant le ventre. Elle essaya d'appeler Margot, mais le réseau était faible. Elle essaya la clinique, pas de réponse. Dehors, le vent hurlait dans les interstices, la neige fouettant la vitre. Clara étendit une couverture près de la cheminée, se plia en deux, haletante. Les contractions allaient et venaient comme des vagues. La sueur trempait son front. À chaque seconde, elle se sentit se briser entre la douleur et la peur. Et puis, au milieu du silence assourdissant, un son. Un cri, fin, tremblant, mais vivant. Clara fondit en larmes. Elle ne savait pas si elle pleurait de douleur ou de joie. Elle souleva le petit corps dans ses bras, l'enveloppa dans un châle de laine et le pressa contre sa poitrine. Le souffle du bébé réchauffa sa peau. Dehors, la neige tombait toujours, mais à l'intérieur de la cabane, la lumière du feu brillait sur les joues de l'enfant, les colorant d'or. Clara baissa les yeux vers le visage aux yeux verts qui s'ouvraient en grand, sans ciller, la fixant droit dans les yeux comme pour demander « Qui es-tu » Clara trembla et sourit. « Il n'y a que toi et moi, ma chérie » chuchota-t-elle, et c'est assez. Le lendemain matin, Margot arriva. La neige couvrait le toit. Le vent sifflait toujours dans les arbres. Elle s'arrêta sur le seuil. Clara était assise près de la fenêtre, enveloppée dans une couverture, tenant le nourrisson endormi. Le feu brûlait encore, projetant une lumière chaude sur son visage. « Oh mon Dieu, Clara » suffoqua Margot, des larmes coulant sur ses joues. « Tu l'as fait. » Clara leva les yeux, la voix rauque mais calme. « Non. J'ai juste survécu. Mais c'est peut-être assez. » L'après-midi, la neige s'arrêta. La lumière du soleil se déversa sur la glace devant le porche, se brisant en mille reflets, comme des miroirs brisés changés en lumière. À l'intérieur de la maison en bois, le souffle du bébé se mêlait au battement de cœur de la mère. Un nouveau commencement, silencieux, fragile, mais réel. Et pour la première fois depuis des mois, Clara sentit quelque chose s'agiter en elle à nouveau, quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. 5 hivers avaient passé depuis cette nuit où la neige avait enseveli le toit d'une petite maison en bois dans le Vermont. La nuit où Clara avait tenu sa fille nouveau-née dans ses bras et juré qu'elle ne laisserait jamais personne lui faire du mal. Maintenant, la maison semblait différente. Le temps avait tout adouci. Le bois du porche avait foncé, la clôture était couverte de mousse, et à l'intérieur, les murs étaient couverts de peintures faites par la mère et la fille. Dans le jardin, la lavande pâle ondulait doucement dans le vent. La petite Ivy, 5 ans, courait en rond, sa robe blanche voletant, ses petits pieds martelant l'herbe humide. Ses cheveux bruns attrapaient la lumière du soleil, et ses yeux verts reflétaient le vaste ciel de printemps. Clara se tenait sur le porche, un café à la main, souriant en la regardant. Dans chaque mouvement d'Ivy, elle voyait une partie d'elle-même, mais en plus forte, en plus libre. La vie n'était pas facile, mais elle était suffisante. Elle travaillait comme illustratrice freelance pour des magazines et de petites maisons d'édition. Ce travail lui permettait de rester proche de sa fille, et chaque projet qu'elle rendait était comme une petite victoire, car personne ne savait que l'artiste derrière ses dessins était une mère célibataire vivant au cœur des montagnes. Parfois, la nuit tombait, quand la ville devenait silencieuse, Clara pensait à David. Non pas parce qu'elle l'aimait encore, mais parce qu'elle l'avait aimé. Son souvenir était comme une cicatrice, pas douloureuse, mais toujours là. Elle se demandait parfois, si elle lui avait parlé du bébé, les choses auraient-elles été différentes? Puis elle s'arrêtait, car Clara avait appris une chose, certaines histoires sont faites pour rester enfouies, car les déterrer ne fait qu'oublier comment on a réussi à continuer à vivre sans elles. Ailleurs, à 300 miles, environ 480 km, de là, David Rowe était assis au dernier étage de Rowe Développement, surplombant le cœur de Boston. Les parois de verre reflétaient la ville, une forêt de béton et de lumière. Il portait un costume noir, une cravate parfaitement nouée, son beau visage aussi indéchiffrable que la pierre. 5 ans avaient passé. David avait transformé son entreprise en un empire immobilier. Les contrats affluaient. Les journaux l'appelaient « l'homme qui touchait le ciel de Boston ».
Il avait tout, la richesse, la renommée, le pouvoir. Tout, sauf la paix. Entre les réunions, les cocktails et les éloges sans fin, David ressentait un vide constant, comme l'écho d'une chanson interrompue. Il vivait exactement comme le monde s'attendait à ce qu'il vive, parfait, confiant, intouchable. Mais la nuit venue, quand la ville dormait, il ne le pouvait pas. Il avait essayé d'aimer à nouveau. Il fréquentait des femmes belles et brillantes, aux cheveux parfaits, aux sourires impeccables et aux conversations qui ne signifiaient rien pour lui. Elles correspondaient toutes à l'image de la femme aux côtés du PDG Raw, mais aucune ne lui donnait envie de rester après le dîner. Aucune ne le faisait rire sans effort. Il vivait comme un bâtiment sans fenêtre, solide, fier et creux. Une nuit, il rêva du rire d'un enfant, un rire clair et sonore qui résonnait dans les couloirs verrouillés de sa mémoire. À son réveil, son cœur battait à tout rompre, et il ne savait pas à qui appartenait ce rire. Ce n'était peut-être rien, ou peut-être était-ce quelque chose qu'il avait perdu il y a longtemps mais n'avait jamais affronté. Vendredi soir, la réunion s'éternisa jusqu'à la nuit. Quand le dernier employé fut parti, David resta au bureau. La lumière de la ville se déversait sur le verre, traçant des lignes brisées sur le sol. Il se versa un verre de scotch mais ne but pas. Sur son bureau se trouvait un dossier épais, un nouveau projet de développement dans le Vermont. Juste une autre petite ville nommée Maple Hollow. Il s'apprêtait à signer sans lire, mais le nom le fit hésiter. Maple Hollow. Quelque chose en lui s'agita, faiblement, comme le son d'une corde que l'on pince. Il ouvrit son ordinateur portable et chercha. Des images apparurent. Des champs d'herbe, des maisons en bois, des rangées d'érables. Il s'arrêta sur une photo. Un chemin de terre après la pluie, une clôture en bois, une maison au toit sombre au loin. Pour une raison quelconque, cela lui semblait familier. Il ferma l'ordinateur, s'adossa, expira lentement. Des années avaient passé depuis qu'il avait essayé d'oublier Clara, mais peut-être que le nom de cette ville ou la façon dont la pluie frappait la vitre avait tout réveillé. Il s'était aimé, autrefois. Pas avec bruit ou drame, mais avec la certitude tranquille de deux personnes construisant quelque chose ensemble. Un café le matin, une chanson partagée, la fois où il avait réparé sa chaise cassée, la façon dont elle tenait sa main dans une rue bondée. Il se souvenait de son rire, doux, gentil, assez chaud pour lui faire croire que la vie pouvait être douce. Ils avaient été tout l'un pour l'autre, jusqu'à ce que l'ambition l'appelle. Le premier projet, les premiers éloges, le premier chiffre qui prouvait qu'il était quelqu'un. Il pensait qu'en travaillant assez dur, il lui apporterait tout ce qu'elle méritait. Clara avait dit un jour, « Je n'ai pas besoin que tu m'apportes le monde, David. J'ai juste besoin que tu rentres à la maison. » Mais il n'avait pas compris. Il pensait que lorsqu'il réussirait, elle comprendrait son absence. Il pensait qu'il reviendrait vers elle après avoir prouvé qu'il en était digne. Il croyait que le temps attendrait. Que l'amour serait assez fort pour endurer la solitude. Mais Clara n'avait pas besoin d'un homme qui conquiert le monde. Elle avait besoin de quelqu'un avec qui dîner, écouter la pluie, partager le silence sans se sentir seul. Et David, courant sans cesse en avant, ne l'a jamais vue jusqu'à ce que tout ait disparu. Aujourd'hui, il avait tout ce qu'il lui avait promis, l'argent, le pouvoir, un appartement surplombant la rivière Charles. Et pourtant, chaque soir, assis dans l'éclat du succès, il sentait qu'il manquait quelque chose. Le son de son rire, l'odeur du café du matin, la façon dont elle l'appelait à table. Les choses qu'il pensait être petites étaient en fait toute sa vie. Clara était probablement en vie. Peut-être s'était-elle remariée. Peut-être l'avait-elle oublié. Mais cette pensée lui serrait la poitrine, non pas par jalousie, mais parce qu'il réalisait qu'il n'avait jamais vraiment dit « Je suis désolé ». David avait cru que le temps était un médicament. Mais après 5 ans, il n'était pas guéri. Il était juste meilleur pour cacher la blessure. Il se leva, ouvrit le tiroir du bas de son bureau, celui qu'il touchait rarement. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois, poussiéreuse. Il l'ouvrit. Leurs photos de mariage s'y trouvaient. 2 jeunes gens souriant au soleil, leurs yeux verrouillés comme si le monde avait disparu. Elle portait une simple robe blanche. Il lui tenait fermement la main. David resta assis là un long moment, à la regarder. Les lumières de la ville vacillaient sur son visage, se reflétant dans des yeux qui avaient autrefois contenu quelqu'un, mais qui ne reflétaient plus que le vide. Il ne sut pas combien de temps il resta ainsi avant de refermer la boîte, la poitrine si serrée qu'il dut respirer profondément pour se calmer.
Le couvercle en bois se referma dans un clic. Un son sec et définitif, comme la fermeture d'un cercueil. Dehors, Boston scintillait de lumière. À l'intérieur, David Rowe était assis, immobile, une main couvrant ses yeux, l'autre agrippée au bord du bureau. Si quelqu'un l'avait vu, il n'aurait pas reconnu l'homme le plus prospère de la ville. Il n'aurait vu qu'un homme apprenant à affronter la seule chose qu'il ne pourrait jamais reconstruire avec de l'argent, un souvenir qui était mort. Et dans le Vermont, dans une petite maison parfumée à la lavande, Clara lisait une histoire à Ivy. Et la petite fille réalisa qu'elle n'avait pas besoin d'un château pour être heureuse, juste d'une maison où quelqu'un l'aimait. Ivy leva les yeux, ses yeux verts pétillants. « Maman, c'est notre maison, n'est-ce pas ?» Clara sourit doucement, embrassa le front de sa fille. « Oui, ma chérie. C'est notre maison. » Dehors, le vent soufflait dans les champs de lavande. Un monde tranquille, loin des tours de verre et du bruit des âmes agitées. Un monde que David Rowe avait perdu. Et un jour, bien qu'il ne le sût pas encore, ce serait l'endroit où il se retrouverait enfin. L'automne dans le Vermont avait une lumière que Boston n'avait jamais eue, douce, dorée, teintée d'une douce mélancolie. Les collines brûlaient de feuilles rouges, et chaque rafale de vent transformait les érables en une mer de soupirs. David Rowe regardait le paysage à travers la vitre de la voiture, ses doigts tambourinant distraitement contre le volant. Il était là pour affaire, juste une étude de projet dans une petite ville appelée Maple Hollow, un nom qu'il avait parcouru des dizaines de fois sans y prêter attention. Le chauffeur ralentit à une intersection près de l'école primaire de la ville, où David devait rencontrer un représentant local. Il leva les yeux. Le portail de l'école, peint en blanc, était encadré par des éclats de bougainvilliers roses. Des enfants sortaient en riant, leur voix claire et insouciante, résonnant dans l'air de l'après-midi. La scène était si paisible, si étrangère au rythme de la vie qu'il connaissait, que pendant un bref instant, il se contenta de regarder. Puis il la vit. Une femme, les cheveux bruns attachés en arrière, un manteau gris, simple et discrète. Elle était agenouillée, lassant les chaussures d'une petite fille avec des gestes lents et prudents. Des mouvements tendres et familiers. Juste un instant, rien de plus. Mais le cœur de David s'arrêta. Clara. Il ne pouvait pas se tromper. 5 ans, et pourtant le temps n'avait pas effacé la courbe de son cou, la façon dont elle se penchait, toujours douce, ancrant le monde autour d'elle dans le calme. Elle se redressa, prit la main de l'enfant. La petite fille leva les yeux en souriant largement. Ce sourire frappa David comme un ciel qui s'effondre. Car l'enfant avait ses yeux. Ce même vert profond où la douceur de sa mère, reflétée dans son propre regard. David ne réalisa même pas qu'il ne respirait plus. Les sons du monde devinrent flous, les rires, les voitures, même le vent, tout s'estompant en un seul silence suffocant. Il les regarda s'éloigner sur la route bordée d'érables, la femme qu'il avait aimée et l'enfant dont il n'avait jamais su l'existence. Clara ouvrit la portière d'une vieille voiture argentée, attacha la fillette, lui embrassa doucement le front, puis passa du côté conducteur. Ce petit geste, un baiser, un contact le transperça si violemment qu'il dut s'agripper au siège pour rester stable. Il resta là, à regarder jusqu'à ce que la voiture tourne et disparaisse au détour de la route. Ce n'est que lorsque la voix du chauffeur le tira de sa torpeur qu'il réalisa qu'il n'avait pas respiré. « Monsieur Rowe, on y va ?» David ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur l'endroit où la voiture avait disparu. C'était comme si quelqu'un avait ouvert la vie qu'il avait enterrée et laissé la blessure exposée à l'air. « Restez ici encore un peu, dit-il doucement, la voix rauque. Cette nuit-là, il ne retourna pas à l'hôtel de luxe que sa société avait réservé. Il prit une chambre dans une petite auberge au centre de la ville. La chambre n'avait qu'un lit en bois, une lampe et une fenêtre donnant sur la rue. Dehors, la brume enveloppait les toits, douce et pâle comme un souvenir. David s'assit au petit bureau, regardant dans le vide. Toute l'après-midi, l'image avait tourné en boucle dans son esprit. Le sourire de Clara, la façon dont ses bras entouraient la petite fille, le baiser sur le front de sa fille. Sa fille. Le mot frappa comme le tonnerre. Il attrapa son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'à trouver un nom, Mason. L'enquêteur privé qui s'était occupé de quelques affaires personnelles pour lui. Mason, j'ai besoin que vous trouviez quelqu'un pour moi. Clara Bennett. Elle vivait à Boston. Elle est dans le Vermont maintenant. Dès que possible. Bien sûr, David. Tout va bien ?
Oui, dit-il, bien que sa voix tremblât. J'ai juste besoin de savoir qu'elle va bien. Cette nuit-là, David ne dormit pas. Il resta assis près de la fenêtre, les yeux fixés sur le brouillard qui s'enroulait autour des lampadaires. La ville était si silencieuse qu'il pouvait entendre son propre cœur battre. Irrégulier, lourd, coupable. Il repensa aux premières années de leur mariage, au petit appartement sur la rivière Charles. Ils n'avaient rien d'autre que l'un l'autre. Et à l'époque, cela semblait suffisant. Puis vint son premier gros projet, les éloges, les articles, les réunions qui se transformaient en dîners, les dîners qui se transformaient en nuits blanches. Encore quelques années, lui disait-il, et je te donnerai tout ce dont nous avons rêvé. Clara avait souri, touchant sa joue. Je ne rêve pas de ces choses, David. Je rêve que tu sois à la maison. Mais il n'avait pas écouté. Il pensait qu'il construisait un avenir pour eux, sans réaliser qu'il détruisait le présent. Il manqua les dîners, les matins, les moments où elle attendait en silence, jusqu'à ce qu'elle cesse d'attendre. Et quand elle est finalement partie, il ne l'avait même pas vue venir. Le lendemain matin, le rapport de Mason arriva dans sa boîte de réception. Les paumes de David étaient moites lorsqu'il l'ouvrit. Clara Bennett, 32 ans. Profession, illustratrice freelance. Résidence, Maple Hollow, Vermont. Enfant, Ivy Rowe, Bennett, 4 ans. Père, non déclaré. Il lut la dernière ligne encore et encore. Ivy Rowe Bennett, 4 ans. Chaque mot coupé comme une lame. Il y a 5 ans, lorsqu'il avait signé ses papiers, Clara était déjà enceinte. David resta assis, immobile, le cœur battant à tout rompre. Elle avait traversé sa grossesse seule, accouché seule, quitté Boston pour tout recommencer à zéro. Il imagina la nuit où elle avait accouché sans personne pour lui tenir la main. Il ferma l'ordinateur, pressant une main tremblante sur ses yeux. Et pour la première fois depuis des années, David Rowe pleura. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire. Juste des larmes silencieuses qui tombaient sur le bureau. Silencieuses, tardives et inutiles. Il comprenait maintenant. Ce qui lui avait manqué pendant tout ce temps, ce n'était ni le succès ni la compagnie. C'étaient les deux personnes qu'il avait perdues, la femme qu'il avait aimée et la fille dont il n'avait jamais su l'existence. Quand la nuit tomba à nouveau, David conduisit. Il suivit la même route que la veille jusqu'à ce qu'il atteigne le virage où il les avait vus pour la dernière fois. Il n'y avait personne maintenant, seulement des rangées d'érables. Des feuilles pourpres éparpillées comme des braises sur le sol. Le vent soufflait, apportant un léger parfum de lavande. Ce parfum qui flottait autrefois sur le col de Clara les matins où il partait en courant. Il resta là un long moment, les poings serrés, les yeux fixés sur les collines lointaines. Maintenant, il savait. Le silence qu'il avait choisi des années auparavant avait enfin commencé à parler. Et demain, il irait à la maison où vivaient Clara et Ivy. Demain, le passé rencontrerait le présent. Le matin s'installa sur le Vermont comme un pâle voile de buée. Le soleil n'était qu'une faible tache derrière les érables, et l'air portait ce mince frisson d'automne qui se glissait dans chaque fissure et sous chaque porte. David reconduisait lentement sur un chemin de terre qui serpentait le long de la colline. Ses phares coupaient le brouillard jusqu'à ce que la forme d'une petite maison apparaisse. Une cabane en bois peint en bleu doux, son toit en pente drapé d'un bouquet de lavande séchée suspendu à la poutre du porche. Il arrêta la voiture et resta assis. C'était sa maison. L'endroit dont il n'avait jamais rien su. La maison qui avait abrité chaque moment qu'il avait manqué. Les nuits où Clara avait chanté pour endormir sa fille, les hivers où elle avait allumé un feu seule, les printemps qu'elle avait regardé fleurir sans lui. Les mains de David reposaient sur le volant, glacées. Une partie de lui voulait faire demi-tour, garder ses souvenirs intacts douloureux, mais non souillés. Mais une autre partie, plus profonde, plus forte, refusait. Il avait besoin de savoir. Il avait besoin de les voir de ses propres yeux, pas à travers un rapport, pas comme le fantôme de mots sur un écran. Il sortit de la voiture. Chaque pas semblait le faire entrer dans son propre passé. L'odeur de l'herbe mouillée et une légère fumée de bois flottaient dans l'air. Il remonta l'étroit sentier jusqu'au porche, prit une inspiration et frappa. Le son était doux, mais définitif. À l'intérieur, Clara triait une pile de croquis sur la table. Ivy était assise au comptoir de la cuisine, coloriant, fredonnant un air que seules les fillettes de 5 ans peuvent inventer. Quand on frappa, Clara se figea.
C'était inhabituel, et pourtant, quelque chose dans sa poitrine se serra, comme si son cœur s'était souvenu avant son esprit. Elle s'essuya les mains sur son tablier et se dirigea vers la porte. Quand elle ouvrit, le monde sembla s'arrêter. Il était là. David se tenait, encadré par la brume, plus grand qu'elle ne s'en souvenait, quelques nouvelles rides autour des yeux, le poids des années pesant sur la courbe de ses épaules. Pas de costume. Pas d'armure de salle de réunion. Juste une chemise grise, un jean, et un silence qui en disait plus que les mots n'auraient jamais pu le faire. La main de Clara agrippa le bord de la porte. Son visage se vida de toutes couleurs. David. Sa voix se brisa, mi-incrédule, mi-autre chose qu'elle n'osait pas nommer. Il la regarda un long moment, puis dit doucement. « Je sais. » 3 mots. Ils la frappèrent comme la foudre. Ni l'un ni l'autre ne bougeait. Ni l'un ni l'autre ne respirait. La lavande sur le porche se balança légèrement, frôlant le bois dans un murmure sec. 5 ans de distance s'effondrèrent entre eux en une seule seconde. Trop lourd pour les mots, trop fragile pour être touché. « Tu ne devrais pas être là, » dit finalement Clara, la voix tremblante. « Je devais venir, » répondit-il. « J'ai le droit de savoir que j'ai un enfant. » Sa poitrine se souleva brusquement. « Un droit ? Tu parles de droit, maintenant ? » « Oui, » dit-il, d'un ton calme mais ferme. « Tu ne peux pas m'enlever le droit d'être son père. » Son rire se brisa à mi-chemin. « Tu m'as déjà enlevé le droit d'avoir une famille. » David tressaillit. « Clara. Tu as choisi le travail plutôt que nous. Je construisais un avenir pour nous. Je n'avais pas besoin d'un château s'il était vide à l'intérieur. » Sa voix se brisa, non de colère, mais de douleur. Une douleur brute, profonde, longtemps enfouie. David se tut. Chaque mot qu'elle lançait était vrai. Et il n'avait plus aucune défense. Il rencontra son regard, sa voix basse, presque cassée. « J'avais tort. Mais s'il te plaît, laisse-moi la voir. Juste une fois. » Clara se détourna, prit une lente inspiration pour se ressaisir. « Pas aujourd'hui. Clara. Pas aujourd'hui, David. » Sa voix se brisa sur son nom. Elle n'arrivait pas à croire qu'il se tenait là, sur son porche, au seuil de la maison qu'elle avait bâtie pour protéger sa fille de tout ce qu'il représentait. De l'intérieur, une petite voix appela. « Maman ? C'est qui à la porte ?» Clara se figea. David aussi. Cette voix. La voix de sa fille. Elle transperça les murs qu'il avait passé des années à construire autour de lui. Clara se tourna, forçant sa voix à être calme. « Ce n'est rien, ma chérie. Juste quelqu'un qui demande son chemin. Je peux dire bonjour ?» Appela à nouveau Ivy. « Ce n'est pas la peine, mon cœur, » dit rapidement Clara, sa voix tremblant malgré elle. David se tenait immobile, le souffle coupé. Une seconde. C'était tout ce qu'il fallait. Pour imaginer les matins qu'il avait manqués, les petits déjeuners, les petites chaussures près de la porte, le rire qu'il n'avait jamais entendu. 5 ans. 5 ans qu'il ignorait son existence. Clara posa la main sur la porte. « S'il te plaît, David. Pars. Ne rends pas les choses plus difficiles. » Il la regarda. Dans ses yeux, autrefois l'endroit qu'il appelait la maison, il vit de la peur et des frontières bâties par le chagrin. Mais sous tout cela, quelque chose vacillait, fragile, tremblant, comme une bougie luttant contre le vent. Il parla doucement. « Je ne pars pas. Pas encore. Ce soir, après qu'elle sera endormie, nous devons parler. » Clara retint son souffle. Leurs yeux se verrouillèrent. 2 personnes qui étaient allées trop loin pour revenir en arrière, et pourtant trop proches pour lâcher prise. David descendit du porche. Le vent s'agita, dispersant des brins de lavande sur les marches. Il rejoignit sa voiture mais ne démarra pas tout de suite. Dans le rétroviseur, il la vit, toujours là, la main agrippée au cadre de la porte, son visage pâle se détachant sur la lumière déclinante, comme si elle venait de voir un fantôme. Quand sa voiture disparut enfin sur la route, Clara ferma la porte et s'appuya contre elle. Son cœur battait à tout rompre. La maison était silencieuse, à l'exception du léger fredonnement d'Ivy dans la cuisine. Elle revint lentement, forçant un sourire. « C'est bon, mon amour.
juste un étranger. Mais ses mains étaient froides. Sa voix tremblait. Elle s'assit à table, regardant Ivy coloriée avec une innocence totale, ses petites lèvres pincées de concentration, ses yeux verts si incontestablement les siens. Clara se détourna, mais les larmes vinrent quand même. 5 ans. 5 ans à survivre en oubliant, à porter la vérité comme la neige porte le sol. Et maintenant, en une seule matinée, tout s'était défait. Dehors, le vent passa à nouveau dans la lavande. Une porte s'était fermée, mais quelque part en elle, une autre s'était ouverte. Une porte qu'elle avait juré de ne jamais rouvrir. Clara resta assise tandis que la lumière du jour baissait, les ombres rampant sur les murs, son cœur résonnant comme le coup frappé à la porte encore vibrant dans ses oreilles. Elle savait que ce soir, quand Ivy dormirait, le passé frapperait à nouveau. Et cette fois, elle ne pourrait plus se cacher. La nuit dans le Vermont était si immobile qu'on aurait dit que le monde avait cessé de respirer. Un croissant de lune était suspendu bas au-dessus de la ligne sombre des arbres, et la lumière dorée qui s'échappait du porche de Clara s'étirait, mince, dans le brouillard. Fragile, tremblante, vivante. Cette petite maison, si lumineuse le jour, semblait maintenant une boîte scellée, retenant le souffle de 2 cœurs qui n'avaient pas encore appris à se reposer. Ivy était endormie. La faible lueur de sa veilleuse filtrait sous la porte. Clara resta là un long moment, écoutant le rythme de la respiration de sa fille. Puis elle se détourna, le pouls erratique, impossible à calmer. David attendait déjà dans le salon. Il n'avait pas frappé à nouveau, il n'avait pas dit un mot. Il était juste assis là, les mains jointes, son manteau soigneusement plié à côté de lui, la posture voûtée, non pas comme un homme en contrôle, mais comme quelqu'un qui n'avait nulle part où aller. Quand Clara entra, il leva la tête. Pas de sourire, pas de salutation. Juste un regard. 2 personnes debout au milieu des décombres d'une tempête, ne sachant pas comment commencer à reconstruire ce qu'elles avaient incendié. Elle s'assit en face de lui. Entre eux, une petite table en bois et une théière que ni l'un ni l'autre ne toucha. L'air était lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. David parla le premier. « Je ne suis pas venu pour t'accuser. » Sa voix était basse, rauque, chaque mot semblant lutter pour sortir. « J'ai juste besoin de comprendre. Ce jour-là, quand nous avons signé les papiers. Tu savais déjà, n'est-ce pas? Pour le bébé? » Les yeux de Clara ne se levèrent pas. Oui. Sa réponse fut presque un murmure. Un long silence s'étira, insupportable. L'horloge sur le mur égrenait doucement les secondes d'une vie qu'ils avaient déjà perdue. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda-t-il, doucement mais avec poids. Clara prit une inspiration, ses mains se crispant sur sa jupe. « Parce qu'à ce moment-là, tu n'étais plus l'homme que j'avais connu, David. » Il leva les yeux, les ombres sous ses yeux s'assombrissant. « Le jour où nous avons signé les papiers du divorce, dit-elle lentement, j'étais assise en face de toi, l'homme qui avait dit un jour qu'il m'aimerait pour toujours, et je ne pouvais même pas croiser ton regard. Tu n'as pas posé de questions. Tu n'as pas dit un mot. Tu as juste signé. Et quand la porte s'est refermée derrière toi, j'ai su que tout était fini. » Sa voix trembla. « Ce matin-là, j'ai découvert que j'étais enceinte. Mais tu n'étais pas là pour l'entendre. » Sa gorge se serra. « J'avais peur que si je te le disais, tu penses que j'essayais de te retenir. J'avais peur de ta pitié. Mais plus que tout, j'avais peur de la froideur dans ton regard. Ce silence de ta part pouvait tuer plus vite qu'un au revoir. » Elle leva les yeux maintenant, des larmes brillant sur ses cils. « Alors je me suis tue. J'ai gardé le bébé, non pas pour te punir, mais pour garder la seule chose qui semblait encore pure entre nous. » David ferma les yeux. Une seule larme s'échappa, lourde, réelle. Il ne pensait pas qu'il pouvait encore pleurer. Mais maintenant, il n'y avait plus d'armure derrière laquelle se cacher. « J'ai laissé le travail dévorer mon âme, dit-il, la voix brisée. Je croyais que je construisais un avenir pour nous. Mais je t'ai changé contre des murs et des chiffres. Le jour où j'ai signé ces papiers, je me suis dit que c'était de la force, mais c'était de la lâcheté. J'ai abandonné la seule chose qui me rendait humain. » Les larmes de Clara coulaient silencieusement. « Et j'ai laissé la douleur ronger ma foi, » chuchota-t-elle. « J'ai construit des murs et j'ai appelé ça la liberté. Mais tout ce que je faisais, c'était me cacher. » Ils retombèrent dans le silence. Le genre de silence qui fait mal, le genre qui guérit.
Aucune excuse ne pouvait atteindre une telle profondeur. Parfois, les mots sont trop petits pour la taille du regret. Il ne restait que la présence. Deux personnes qui s'étaient perdues, assises maintenant face à face, se voyant reflétées dans les yeux de l'autre. Le temps passa lentement. Dehors, le vent agitait les arbres. De la chambre d'Ivy venait le faible son de sa boîte à musique, doux comme un souffle. La voix de David reprit, fragile, incertaine. « Es-tu heureuse ?» Clara ne répondit pas tout de suite. Elle se tourna vers la fenêtre où le clair de lune reposait sur les pieds de lavande. « Je suis en paix, dit-elle enfin. Et parfois seule. Mais c'est une solitude que j'ai choisie. » Il hocha la tête, ses yeux adoucis, pleins à la fois de douleur et d'admiration. « J'envie cela. J'ai tout, mais aucune paix. Je pensais avoir appris à vivre sans toi. Mais quand je vous ai vu devant l'école l'autre jour, j'ai réalisé que je n'avais rien appris du tout. » Un faible sourire effleura ses lèvres, petit, triste, léger comme la brume. « La vie est étrange, n'est-ce pas? Tu m'as perdu pour comprendre ce qu'est l'amour, et je t'ai perdu pour comprendre ce que signifie vivre. » David leva le regard. La lumière de la lampe s'y accrocha, les rendant plus brillants, plus vrais. Il tendit la main à mi-chemin, puis s'arrêta. « Je ne te demanderai pas de me pardonner, dit-il, mais j'ai une requête. » Elle le regarda, silencieuse. « Laisse-moi la voir. S'il te plaît, juste une fois. » La pièce redevint immobile. Entre le tic-tac de l'horloge et le battement de deux cœurs irréguliers, la demande resta suspendue dans l'air, coupant et réparant tout à la fois. Clara ferma les yeux. Les souvenirs affluèrent. La nuit où Ivy est née. Le premier cri. Ses yeux verts s'ouvrant à la lumière du feu. Les années à l'élever seule. Les nuits de maladie, les hivers de silence. Mais aussi les moments de joie pure, intouchables. Elle rouvrit les yeux. « Demain, dit-elle doucement. Après l'école. Tu pourras la rencontrer. » David inclina la tête, les mains jointes si fort que s'il tenait le cadeau le plus fragile au monde. « Merci. » Il n'y eut pas de sourire, pas de promesse. Seulement deux personnes assises dans une petite maison en bois, sous la lumière tremblante d'une seule lampe. Dehors, le vent chuchotait dans la lavande. La bougie sur la table vacilla, mais ne s'éteignit pas. Et dans ce silence chaud et sans mots, ils comprirent tous les deux. Ce n'était pas une fin, ni tout à fait un pardon. C'était un commencement. Aussi délicat qu'une flamme dans le vent, mais suffisant pour réchauffer deux cœurs qui avaient eu froid bien trop longtemps. La famille Soul Stories, si vous regardez sur une autre chaîne, revenez à la maison chez Soul Stories, là où des dizaines de milliers d'auditeurs et de participants se rassemblent. À partir de ce jour, David commença à venir dans le Vermont chaque week-end. Non pas avec l'apparence d'un PDG au pas de costume, pas de téléphone sonnant, pas d'emploi du temps millimétré. Juste un homme portant un petit bouquet et une boîte de cookies maladroitement préparés. Les mêmes mains qui signaient autrefois des contrats à millions de dollars, s'embrouillaient maintenant dans les choses ordinaires. Au début, Ivy l'observait de loin. Elle avait l'habitude de se cacher derrière les jupes de sa mère, ses yeux verts ronds, curieux mais méfiants. David ne la pressa pas. Il s'agenouilla simplement à sa hauteur et dit doucement. « Salut, Ivy. Je m'appelle David. » La petite fille sia. « Monsieur David ? » ?»« Oui. »« Est-ce que tu sais faire des cookies ?» Il hésita. « J'apprends. » Cette réponse la fit rire. Un rire si pur qu'il fit fondre toute la distance entre eux. Ce fut le commencement. Les jours suivants, il apprit vraiment. Avec Clara et Ivy dans la petite cuisine, il pataugea entre la farine, les œufs et les éclats de rire. La farine collait à ses mains, et même aux cheveux d'Ivy, faisant rire la petite fille de manière incontrôlable. « Monsieur David, tes cookies sont moches. »« Oui, mais j'ai le meilleur professeur, n'est-ce pas ?» Clara se tenait non loin, les observant, son cœur s'adoucissant sans qu'elle s'en rende compte. C'était peut-être l'image dont elle avait rêvé autrefois, un petit foyer, maladroit mais chaleureux. David apprit à écouter sa fille. Il s'asseyait par terre avec elle, lisant des contes de fées. Chaque fois qu'il butait sur un mot difficile, Ivy attrapait le livre, le lisait de travers et éclatait de rire. Il riait aussi, pour la première fois depuis des années. Un vrai rire, pas le genre de rire parfait pour
point parlait de la lune, de pourquoi sa mère détestait les oignons. Et une fois, elle leva les yeux vers lui, de ses yeux clairs, et demanda. « Monsieur David, tu aimes les papillons ?» Il rit, surpris par cette logique innocente. « Oui. »« Maintenant, oui. »« Pourquoi ?»« Parce que je t'ai rencontré, et tu es comme un petit papillon. » Ivy hocha la tête, pensive, ses yeux s'illuminant. « Alors je vais t'apprendre à chasser les papillons. » Et elle le fit, l'entraînant dans le jardin, courant à travers les rangées de lavandes pâles tandis que leur rire sonnait comme des carillons. Clara observait de loin. David, l'homme qui avait vécu pour les chiffres et le pouvoir, courait maintenant après une fillette de 5 ans dans le jardin, riant si fort qu'il devait poser les mains sur ses genoux pour reprendre son souffle. Dans sa main, un filet à papillons en jouet. Dans ses cheveux, une barrette rose qu'Ivy avait insisté pour qu'il porte pour ressembler à une princesse. Clara sourit doucement. À cet instant, elle réalisa que certaines personnes ne peuvent trouver la rédemption qu'en apprenant à s'agenouiller auprès d'un enfant. Un après-midi doux, ils étaient assis tous les trois sur le porche. Ivy blottit sur les genoux de David, parlant avec enthousiasme de son dessin de l'école, tandis que Clara arrangeait des fleurs dans un bocal en verre, la lumière dorée accrochant ses cheveux bruns. La scène était si parfaite que David craignait de parler, craignant que même son souffle ne la brise. Puis Ivy s'arrêta, leva les yeux vers lui, et demanda doucement. « Monsieur David, est-ce que je peux t'appeler papa ?» La question vint, légère comme une brise, mais elle brisa quelque chose au plus profond de lui. Et elle la regarda, incapable de dire un mot. Personne ne lui avait jamais appris comment réagir lorsqu'une enfant, en toute innocence, vous offrait le don le plus précieux de la vie. Ses lèvres tremblèrent. « Si tu le veux, murmura-t-il, j'en serai très heureux. » Ivy sourit de toutes ses dents, passa ses petits bras autour de son cou et l'embrassa sur la joue. « Je t'aime, papa. » David craqua. Pas en sanglots, mais en larmes, des larmes chaudes et silencieuses qui tombaient sur les cheveux doux de la fillette. Il serra fort contre lui cette fille qu'il n'avait jamais portée nouveau-né, jamais bercée jusqu'au sommeil, jamais entendu l'appeler « papa » avant cet instant. Clara se détourna, mais les larmes embuaient ses propres yeux. Elle s'appuya contre l'encadrement de la porte, une main couvrant sa bouche pour étouffer un sanglot. Dans cette image David tenant Ivy, la lumière de l'après-midi dessinant le contour de leur visage où elle vit l'amour autrefois brisé se recomposer lentement, fragment par fragment fragile. Elle se souvint de cette nuit, des années auparavant, où elle venait d'accoucher, murmurant à travers ses larmes, « Il n'y a plus que nous deux maintenant, ma chérie. » Mais aujourd'hui, peut-être n'était-elle plus seule. Cette étreinte, ces larmes, c'était la réponse tardive du destin. Ce soir-là, alors que David s'apprêtait à partir, Ivy courut derrière lui jusqu'à la porte. « Papa, tu reviendras la semaine prochaine, dis. »« Papa. » Un seul mot et son cœur se serra et s'épanouit tout à la fois. Il se pencha, pressa doucement son front contre le sien. « Je viendrai chaque semaine. » Ivy sourit, satisfaite, et retourna à l'intérieur en courant. Clara se tenait sur le porche, les bras croisés, le regardant. « Merci d'être venu. »« Non, Clara, dit-il à voix basse. Merci de m'avoir laissé revenir. » Leurs regards se croisèrent, sans colère ni regret, mais avec la tendresse de deux personnes qui s'étaient perdues et réapprenaient maintenant à arpenter le même chemin. Quand David quitta Maple Hollow, la route hors de la ville était inondée par le soleil couchant. Le vent portait l'odeur de la lavande et l'écho du rire d'une enfant quelque part dans son esprit. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Il ne savait pas si Clara lui pardonnerait un jour. Mais il savait une chose. À partir d'aujourd'hui, il avait appris la première chose qu'il n'avait jamais su auparavant, comment être un père, non pas par le titre, mais par l'amour. Un amour certes maladroit, mais suffisamment fort pour tout recommencer. Les semaines suivantes, le Vermont s'enfonça au cœur de l'automne. Les érables bordant la route étroite prirent une teinte rouge vif, leurs feuilles dérivant lentement sur le porche en bois et recouvrant la cour. La maison de Clara semblait enveloppée d'une odeur de lavande et de tartes fraîchement cuites, et David. Il venait toujours, fidèlement, tel un nouveau rythme dans la vie de la mère et de la fille. Sans promesse, sans exigence, sans tenter de combler un espace qui n'était pas le sien. Il était simplement là. Il déblayait la neige des marches avant le crépuscule, réparait la fenêtre qui grinçait et cliquetait dans le vent, remplaçait l'ampoule grillée dans le couloir. Quand Clara oubliait de déjeuner, il laissait un sac en papier sur le pas de sa porte avec un mot « Ne sautez pas de repas ».
quelqu'un d'autre a besoin de vos forces. Clara le lisait et souriait, ni fâchée, ni dépassée, juste réchauffée. Car après tout, il n'était plus l'homme venu chercher le pardon. Il était un homme qui apprenait silencieusement à aimer de la bonne manière. Fin octobre, la foire d'automne s'installa sur la place du village. Ivy en parlait depuis des jours, comptant les heures avant de monter sur le carrousel et de manger de la barbe à papa. Clara avait prévu de refuser quand David proposa de les y emmener, mais la joie pure dans les yeux de sa fille la fit accepter. Ils y allèrent ensemble. Sans se tenir la main, sans proximité, mais sans distance non plus. Ivy bondissait entre eux, son rire comme un fil ténu recousant des déchirures invisibles. Clara remarqua comment David riait lorsque la petite fille suppliait pour un tour de carrousel supplémentaire, et soudain elle le vit. Il n'était plus l'homme qui ne parlait qu'en termes de date limite, de rapport et de marché. Il s'agenouillait pour lasser les chaussures de sa fille, essuyait du chocolat sur sa joue et écoutait attentivement quand elle lui parlait d'un papillon imaginaire nommé Luna. Sa patience l'étonnait. Elle était presque tendre. Le lendemain, Margot passa la voir. Devant une tasse de thé, elle regarda par la fenêtre où David et Ivy construisaient une petite cabane en bois dans le jardin. Ce n'est plus le loup de la ville, hein, taquina-t-elle. Clara sourit faiblement, les yeux toujours fixés sur le porche. Peut-être que même les loups apprennent à craindre de perdre leur meute. Cette nuit-là, le vent se leva, faisant tourbillonner les feuilles jaunes dans l'air. Ivy dormait à poings fermés, serrant fort son ours en peluche. Clara sortit sur le porche, une tasse de chocolat fumant à la main. David se tenait près de la balustrade, silencieux, le clair de lune étalant de l'argent sur ses épaules. Elle resta là un moment avant de parler. Merci d'être là pour elle. Il ne se retourna pas. Sa voix était basse, rauque, comme le vent dans les pins. Tu me manques. Juste 3 mots. Ni dramatiques, ni calculés, mais suffisants pour déchirer le calme qu'elle avait mis des mois à préserver. Clara le regarda longuement. Dans ses yeux, toujours de la même teinte qu'il y a des années, elle vit la fatigue, le regret, et quelque chose qu'elle n'osait nommer, le faible retour de la foi. Tu me manques aussi, dit-elle doucement, fermement. Mais si revenir signifie revivre ces jours de solitude, alors je ne peux pas. Le vent passa, faisant frémir le chocolat dans sa tasse. David serra plus fort la balustrade. Il aurait pu répondre comme il l'aurait fait autrefois avec logique, orgueil, l'illusion de la force mais il ne le fit pas. Il hocha simplement la tête, lentement, lourdement. Je comprends, dit-il, les yeux fixés sur la forêt au-delà. Je ne te demande pas de revenir. Je te demande une chance de te montrer que je peux être différent. Pas par des mots, mais par ma façon de vivre. Clara resta silencieuse. En elle, 2 forces s'affrontaient, une partie voulait croire, l'autre tremblait de peur. Elle avait peur d'elle-même, peur que son cœur fissuré ne s'adoucisse à nouveau pour le même homme, peur qu'il ne reparte, peur de se réveiller une nuit et de n'entendre que le tic-tac de l'horloge dans une pièce vide. Parfois, murmura-t-elle, pardonner ne signifie pas ouvrir la porte. David se tourna vers elle, un faible sourire lasse touchant ses lèvres. Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses. J'ai juste besoin que tu saches que je suis toujours dehors, et que j'y resterai aussi longtemps qu'il le faudra. Clara baissa le regard. Pour la première fois en 6 ans, elle réalisa que sa voix n'avait plus le ton d'un homme donnant des ordres. C'était la voix de quelqu'un qui savait attendre. Une forte rafale souffla, dispersant des pétales de lavande séchés sur le porche. Ils restèrent là, immobiles, écoutant le vent dans leur propre respiration saccadée. Le clair de lune se déversait sur la balustrade, dessinant leurs visages. 2 personnes qui avaient traversé l'amour et la ruine, se tenant maintenant côte à côte, mais toujours séparées par une distance silencieuse et douloureuse. Personne ne parla plus. Clara finit par rentrer et referma la porte. Le gond en bois grinça doucement, puis se tut. Elle s'appuya contre la porte, tenant toujours la tasse désormais froide, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans le silence. Dehors, le vent murmurait à travers les arbres, les feuilles frôlant le toit. Et David, il était toujours là, pris entre l'ombre et le clair de lune. Personne n'avait gagné. Personne n'avait perdu. Il n'y avait que 2 personnes qui s'étaient aimées, apprenant à se tenir à nouveau face à face, sans se briser une seconde fois. L'hiver arriva tôt, froid et lumineux, comme si Boston s'était éveillé sous une fine couche de verre. Les lumières de Noël s'étendaient le long de Beacon Hill Avenue, se reflétant sur la surface scintillante de la Charles River.
Pour David Rowe, c'était le premier hiver depuis des années où il n'avait pas l'impression d'être le seul homme debout, seul, dans la ville. Pendant des semaines, il avait préparé le gala du 10e anniversaire d'Eurodéveloppement. Mais cette fois, il ne s'agissait plus de succès. Pas de discours préécrits par des assistants. Pas de sourire de façade pour la presse. Il voulait que cette nuit soit autre chose, quelque chose de vrai. Un après-midi tranquille dans le Vermont, il apporta une enveloppe à la maison de Clara. Elle ouvrit la porte juste au moment où il franchissait la barrière blanche couverte de brume. À l'intérieur de l'enveloppe argentée, l'invitation indiquait en lettres élégantes « Gala du 10e anniversaire d'Eurodéveloppement, lumière d'hiver ». Elle la parcourut, ses yeux s'abaissant légèrement. « Tu m'invites » ? « Je vous invite toutes les deux, » dit doucement David, sa voix portant quelque chose qui ressemblait à une supplique pour être réadmis. « Pas pour parader, Clara. Je veux juste que les choses soient vues pour ce qu'elles sont vraiment. » Clara hésita. Elle n'avait pas oublié ce que c'était que d'être déplacée dans son monde, où tout le monde parlait le langage de l'ambition, de l'argent et des sourires artificiels. Elle était prête à refuser jusqu'à ce qu'Ivy sorte en courant, sa robe à fleurs maculée de boue à l'ourlet, les yeux écarquillés d'excitation. « Maman, est-ce qu'il y a déjà de la neige à Boston ? Je n'ai jamais vu de vrai château de glace. » Clara ne put s'empêcher de rire. Et peut-être à cause de cette lumière dans les yeux de sa fille, elle dit oui. Le gala eut lieu à la mi-décembre au Grand Marlowe Hotel. Une salle de bal faite de chandeliers et d'orchidées blanches, l'air alourdi par la lueur des bougies et les murmures. L'éclat de centaines de bougies faisait scintiller l'espace comme un rêve. Quand David entra, le brouhaha de la salle s'atténua. Il portait un smoking noir, une chemise blanche impeccable, arborant la grâce tranquille d'un homme qui avait atteint le sommet. Mais ce soir, il ne cherchait ni investisseur ni photographe. Il attendait quelqu'un. Et puis les portes s'ouvrirent. Clara apparut. Une robe couleur perle l'enveloppait juste ce qu'il fallait, simple mais élégante. Ses cheveux bruns tombaient en vagues douces, quelques mèches captant la douce lumière du chandelier. À son poignet, un fin bracelet d'argent, seul vestige de leur ancienne vie. À côté d'elle, Ivy portait une robe blanche et tenait un petit bouquet de lavande, ses yeux verts clairs comme un matin du Vermont. La salle se tut. Quelques chuchotements parcoururent la foule. David s'en moqua. Il s'avança, s'arrêta devant elles et tendit la main. « Mes deux princesses sont enfin là. » Clara se figea une seconde, puis posa sa main dans la sienne. À cet instant, personne ne parla. Mais tous deux savaient que c'était le premier pas pour marcher à nouveau côte à côte, même si ce n'était pas encore main dans la main. Quand la musique douce s'éteignit, David monta sur scène. Les projecteurs le trouvèrent. La salle retint son souffle, ce genre de silence réservé à ceux habitués à le voir comme un symbole, non comme un homme. Il sourit, sa voix calme et assurée. Il y a 10 ans, Redéveloppement n'était qu'un petit rêve. Nous étions quelques-uns à travailler depuis un appartement loué, croyant que nous pouvions construire des structures qui dureraient. Il marqua une pause. Mais il m'a fallu des années pour réaliser que les choses les plus solides que nous construisons ne sont pas des murs ou de l'acier. Ce sont les gens à nos côtés. Les lumières balayèrent la foule, puis s'arrêtèrent au milieu de la rangée. Et ce soir, je veux vous présenter la personne qui m'a appris cela. Voici Clara, et ma fille, Ivy Rowe. Rien de plus, rien de caché. Les mots atterrirent doucement, mais ils se répercutèrent dans toute la salle. Les gens se tournèrent, les têtes s'inclinèrent, puis Ivy fit un signe de la main. Quelques invités gloussèrent doucement. L'espace d'un battement de cœur, le silence régna, puis les applaudissements commencèrent. Dispersés d'abord, puis enflant jusqu'à ce que toute la salle s'en remplisse. Ce n'étaient pas des applaudissements pour un PDG puissant. C'était pour un homme assez courageux pour assumer sa propre vérité. Clara restait assise, immobile, sentant quelque chose d'inhabituel monter dans sa poitrine. Pas de la colère, pas de la lassitude, mais une paix tranquille. David se tenait là, dans la lumière, ne se cachant plus, ne faisant plus semblant. Elle réalisa qu'il n'essayait pas de la reconquérir. Il restaurait simplement la vérité de ce qui avait été perdu. Elle inclina légèrement la tête et sourit d'un petit sourire entendu. « Tu as vraiment changé, » pensa-t-elle. Pas dans les mots, mais dans ta façon de te tenir sans armure. Après le discours, la musique reprit. David se dirigea de nouveau vers elle. Une valse ? Pour le bon vieux temps et les nouveaux départs ? Clara faillit refuser, mais Ivy la poussa doucement.
Vas-y, maman. Je veux te voir danser. Elle riait, comme pour rembourser une dette au temps, elle posa sa main dans la sienne. Ils entrèrent sur la piste. Les lumières s'adoucirent. L'orchestre jouait des notes lentes et régulières. Ce n'était pas la danse de deux personnes encore amoureuses. C'était la danse de deux personnes qui s'étaient entendues et avaient trouvé le courage de se rencontrer à nouveau. David se pencha plus près, murmurant « Merci d'être venu ». Clara leva les yeux, son regard brillant sous la lumière du chandelier. « Merci de ne plus fuir ». Quand la nuit se termina, ils sortirent ensemble. La neige avait commencé à tomber, de doux flocons dérivant comme de calmes souvenirs, se posant sur leurs épaules. Ivy courait devant, riant, les mains tendues pour attraper la neige. David et Clara se tenaient côte à côte, la regardant. Pas de mains tenues, pas de mots échangés. Juste deux personnes, immobiles, regardant la seule chose qui reliait leur passé et leur avenir danser sous les lumières. La voix de Clara était à peine plus qu'un murmure. Peut-être que le pardon n'est qu'une autre forme de lumière. David se tourna vers elle, les yeux doux. Et l'amour, dit-il, c'est comment nous apprenons à garder cette lumière. Même dans l'obscurité, la première neige de la saison tomba doucement sur le toit en bois, couvrant la forêt d'un fin voile, semblable à un souffle. À l'intérieur de la petite maison, la lumière dorée de la lampe tombait sur le visage de Clara, fatigué, anxieux, s'efforçant de rester calme. Ivy était allongée sur le lit, les joues rouges, la respiration rapide. Le thermomètre grimpait à 39 degrés Celsius. Le médecin du village avait dit qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter à l'hôpital. Juste surveiller et la garder au frais. Mais en regardant sa fille se tordre faiblement sous la couverture, Clara sentit son cœur se briser. Elle appela Margot alors. D'une manière ou d'une autre, ses doigts tremblants composèrent un numéro différent. Ou peut-être se souvenait-elle exactement de qui elle devait appeler. David ? Clara. Sa voix à l'autre bout, embrumée mais instantanément alerte. Ivy est brûlante. J'ai peur. Je suis à Weston. À 2 heures de route. J'arrive. Les routes sont verglacées. Clara. J'arrive. 2 heures plus tard, des phares percèrent la neige tombante. Quand la porte s'ouvrit, l'air froid s'engouffra avec lui. Son manteau était saupoudré de blanc, ses cheveux humides, ses yeux cernés, mais sa voix était calme, stable. Où est notre petite ? Clara montra la chambre. David se dirigea silencieusement vers le chevet. Il posa une main sur le front d'Ivy, puis alla chauffer de l'eau, mouilla un gant de toilette et commença à lui tamponner la peau, lentement, avec soin. Il ne parlait pas, ne soupirait pas. Il agissait. Chaque geste était maladroit mais doux, de cette douceur qu'elle croyait disparue avec leur mariage. Au cours de la longue nuit, alors qu'Ivy dérivait dans des rêves fiévreux, David raconta une histoire. Sa voix était rauque mais basse, apaisante. Il était une fois, un petit renard qui s'était perdu dans les bois en hiver. Il marcha, jusqu'à ce qu'il trouve une petite maison en bois avec une lumière à l'intérieur. Clara était assise à côté d'eux, les yeux piquants. Il ne racontait pas seulement une histoire à leur fille. Il se la racontait à lui-même. À 3 heures du matin, la fièvre n'était toujours pas tombée. David restait assis près du lit, remplaçant le gant humide, fredonnant un air si faible que cela aurait pu être une prière. Clara le regarda et réalisa que ce n'était pas l'homme qui était parti autrefois. C'était quelqu'un qui réapprenait à aimer, non par les mots mais par la présence. « Tu as changé » murmura-t-elle. « Non » dit-il, ses yeux ne quittant jamais Ivy. « Je suis juste revenu. » 4 mots simples, mais ils déchiraient 6 ans de silence. Clara s'assit à côté de lui. Aucun ne parla plus. Seul le rythme doux de la respiration, le bruit de l'eau s'égouttant du gant et la lueur du feu dansant sur les murs. Dehors, la neige continuait de tomber, mais à l'intérieur de cette petite maison, une chaleur différente avait commencé à croître. À l'aube, la fièvre céda. Ivy dormait profondément, des mèches de cheveux humides collées à son front. Clara remonta la couverture jusqu'à son menton, puis se tourna pour voir David, affaissé sur la chaise, les mains lâches sur ses genoux, complètement épuisé mais paisible. Pour la première fois depuis des années, elle le vit tel qu'il était, fragile et beau, de la manière dont seuls ceux qui ont appris leurs limites peuvent l'être. La première lumière se glissa par la fenêtre. Ivy s'agita, ses yeux s'ouvrant en papillotant, vert et clair comme le printemps.
Papa, maman, murmura-t-elle faiblement, mais en souriant. J'ai rêvé qu'on vivait dans un château en bois. Clara sourit, caressant la joue de sa fille. C'est ta maison, ma chérie. David ouvrit les yeux, les regardant baigner dans la lumière du matin. Dehors, la neige fondait lentement, des gouttelettes tombant doucement de la gouttière. À cet instant, personne ne dit un mot, mais tous les trois savaient que cette nuit avait sauvé plus qu'une enfant. Elle les avait tous sauvés du froid du passé. En mars, le Vermont connut un dégel précoce. Les premiers bourgeons de lavande printanière commençaient à poindre dans le coin du jardin. Clara accrochait des lanternes en papier, Margot gonflait des ballons, et David était dehors, sur le porche, luttant pour nouer un ruban. « Papa, c'est de travers. »« C'est le vent, ma chérie. »« Non, tu l'as mal attaché. » David rit, se penchant pour la laisser le refaire elle-même. C'était le 6e anniversaire d'Ivy, et la première fois qu'elle avait ses deux parents pour le préparer ensemble. La table en bois était drapée d'une nappe blanche, surmontée d'un gâteau en forme de château, de bougies argentées et de dizaines de dessins qu'Ivy avait fait elle-même. Margot et Samuel étaient les seuls invités, mais leur rire remplissait la petite maison comme un orchestre. Quand ils chantèrent « Joyeux anniversaire », Clara sentit son cœur trembler, non pas d'émotion, mais de la paisible réalisation que c'était cela, le bonheur. Pas de glamour, pas de grands gestes. Juste des rires, l'odeur du gâteau, et le regard d'un homme qui avait tout perdu mais avait appris à chérir chaque seconde qui lui était donnée. L'après-midi, alors que tout le monde était parti, ils s'assirent tous les trois sur le sol, au milieu des restes de papier cadeau et des miettes de glaçage. Ivy bâilla, serrant son nouvel ours en peluche. « J'aimerais, murmura-t-elle, somnolente, que toi et papa vous vous mariiez à nouveau. » Le silence se fit dans la pièce. Clara se figea, son pouce emballant. David ne parla pas non plus. Ses yeux s'attardèrent sur les boucles désordonnées de sa fille. Clara tenta de sourire, bien que sa voix ne soit qu'un murmure. « Pourquoi souhaites-tu cela, chérie ? » « Parce que comme ça, je pourrais vivre avec vous deux, » dit Ivy à moitié endormie. « Pas seulement quand je suis malade et que papa vient, mais tous les jours. » Des mots simples, mais ils transpercèrent la partie la plus tendre de leur cœur. David tendit la main et prit celle de Clara. « Je le souhaite aussi, » dit-il doucement, comme s'il craignait que le son lui-même ne brise cette paix fragile. Clara le regarda longuement. Ses doigts tremblaient. « J'ai peur, David. Si nous tombons à nouveau, il n'y aura peut-être plus rien à réparer. » Il resserra sa prise, ses yeux stables, sans ciller. « Le véritable amour, ce n'est pas de ne jamais tomber, dit-il. C'est de choisir de se relever ensemble. » Clara rit à travers ses larmes. À cet instant, elle ne savait pas si elle pleurait de joie ou de peur, seulement que son cœur s'ouvrait enfin pour la première fois en 6 ans. Ils se marièrent un mois plus tard, là, dans le jardin. Pas de robe blanche, pas d'orchestre, pas de rangée d'invités. Juste Margot, Samuel et Ivy dans sa petite robe blanche, tenant un bouquet de lavande, prenant son rôle d'officiante bien trop au sérieux. Un panneau peint à la main était accroché à la barrière en bois, écrit des lettres maladroites d'Ivy, « Bienvenue dans notre nouvelle famille ». Clara portait une robe bleu pâle, ses cheveux relevés par de petites fleurs blanches, ses lèvres maquillées d'un rose tendre. David ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Elle n'était plus la jeune fille d'il y a 10 ans. Elle était la femme qui avait traversé les tempêtes et se tenait là, sachant exactement ce qu'elle garderait et ce qu'elle laisserait partir. Margot servit de témoin. Samuel filmait la cérémonie, et Ivy se tenait au milieu, solennelle comme une petite prêtresse. David parla le premier, la voix basse mais certaine. « Je promets de te choisir chaque jour, même quand tu ne pourras pas croire en moi. » La voix de Clara tremblait, mais son sourire tenait bon. « Et je promets de croire en nous, même quand le monde nous mettra à l'épreuve. » Pas d'alliance en diamant, juste 2 simples anneaux d'argent gravés à l'intérieur de 3 mots, notre seconde aube. Quand David se pencha pour l'embrasser, Ivy frappa dans ses mains et cria, « Maintenant, je vais vivre dans le château en bois pour toujours ?» Tout le monde rit, et leurs rires s'élevèrent dans l'air clair où le soleil de fin d'après-midi se déversait à travers les feuilles de lavande. Cette nuit-là, après qu'Ivy se fut endormie, ils se tinrent ensemble sur le porche. Une pluie de printemps commença à tomber, douce, légère, presque comme une respiration. David passa un bras autour de ses épaules, l'attirant près de lui, la chaleur de son corps s'infiltrant dans sa peau comme une promesse. « Je pensais que l'amour mourait sous la pluie », murmura Clara, sa voix se mêlant au clapotis tranquille.
Mais peut-être attendait-il juste que le ciel se dégage. David l'embrassa dans les cheveux. Et je ne laisserai plus pleuvoir éternellement. À l'intérieur, la lueur de la cheminée se répandait sur le porche, dorée, douce. De la chambre, le faible rire endormi d'Ivy résonna, un son minuscule, mais suffisant pour remplir toute la nuit. Clara posa sa tête sur son épaule, fermant les yeux. Elle ne mesurait plus le temps en années perdues, mais en instants comme celui-ci, où l'amour n'avait pas besoin d'être parfait, seulement assez réel pour survivre aux tempêtes. Dehors, le vent agitait la lavande. À l'intérieur, une famille avait été réécrite par les mains de ceux qui avaient enfin réappris à aimer.